Si tout le monde est prêt, on va pouvoir commencer donc avec cette deuxième table ronde consacrée aux transitions. Donc, sans voler la présentation que va faire le modérateur, qui est Emmanuel Sis, secrétaire national des 3S. La transition, on l'a entendu, à la fois comme cette période qui va du vieux système, dont on a dit qu'il était à bout de force, à bout de souffle, et le nouveau système, et en même temps, donc sur le pilotage de ce passage entre les deux systèmes, mais en même temps sur la gestion de cette période intermédiaire où on continue, où les besoins de santé continuent à vivre, santé au sens large bien entendu, et où il faut continuer à donner des réponses. Voilà, donc cette table ronde dure jusqu'à la pause repas. Bon travail. Merci Nathalie, bonjour à tous. Je suis très heureux d'accueillir les membres nombreux de cette table ronde et je trouve que ça augure particulièrement bien de la discussion que nous aurons et finalement peut-être à titre de préfiguration de ce que pourrait être, je mets évidemment un conditionnel, les réformes dont nous avons parlé, les refondations du système et des modèles. Et donc pour parler de ces thématiques-là que j'introduirai juste après la présentation de nos participants, que je remercie infiniment d'être présents. Stéphanie de Kopman, vous êtes adjointe à la directrice générale de l'offre de soins, depuis finalement relativement peu de temps, juillet de cette année, et vous avez été, antérieurement, vous avez réalisé une carrière hospitalière, et vous avez été juste précédemment directrice du groupe hospitalier Paris-Ouest au sein de la PHP. J'accueille également Yann Dubois. Merci à toi Yann d'être présent avec nous. Tu vas représenter, peut-être pas toi tout seul, puisqu'on sera nombreux dans la salle à évoquer aussi, à représenter les directeurs, puisque tu diriges l'établissement, le PSM de Quimper. Et tu, dans ton parcours hospitalier, représentes également la dimension ressources humaines, puisque tu représentes l'ADRES, qui est l'association pour le développement des ressources humaines des établissements de santé et des établissements sociaux. Merci également à Sophie Martinon d'être présente, que vous connaissez sans doute, tout au moins de nom, qui est la directrice générale de l'ANAP, et qui nous donnera évidemment un regard particulièrement appuyé, sans mauvais jeu de mots, sur la refondation dont il est ici question. J'accueille également Raymond Merle, qui s'exprimera, et c'est particulièrement intéressant, important dans d'autres configurations, qui s'exprimera au nom des usagers. Merci à vous d'être parmi nous. Vous avez été fondateur en son temps de l'Université des patients de Grenoble. Vous êtes aujourd'hui patient expert et vous êtes également représentant des usagers. Votre voix sera donc particulièrement écoutée, importante dans ces temps de transition, puisque c'est là ici notre thématique. Merci également à Jean-Paul Raymond d'être parmi nous. Vous êtes et vous représentez l'Association nationale des directeurs d'action sociale et de santé. Et c'est aussi à ce titre-là que vous nous ferez part de vos témoignages sur les transitions en cours. Et vous êtes par ailleurs directeur de l'action sociale, de l'enfance et de la santé, donc une dimension particulièrement transversale de la ville de Paris. Merci infiniment à vous. Alors, quand on parle de transition, et ce matin l'introduction et le développement de la table ronde a parfaitement illustré le propos, on évoque la notion d'un passage d'un état à l'autre, d'un processus de transformation, et pour le coup particulièrement en profondeur, et qui s'insère aussi et qui se décrit dans une temporalité. Au fond, la notion de transition contient en son sein, à minima, 3 dimensions, celle de la direction, c'est-à-dire d'où l'on vient et vers où l'on veut aller, la notion d'objectif, la notion évidemment de temporalité, c'est le quand, et la notion de la méthode, c'est le comment. Et ces 3 dimensions seront évidemment assez centrales dans nos développements de ce matin. Les modèles, évidemment, nous l'avons dit tout à l'heure et Nathalie l'a introduit, sont à bout de souffle. Je ne reprendrai pas tous les qualificatifs qui permettent de l'illustrer. On a parlé du mur, d'être au dos du mur. Les rapports ont été particulièrement nombreux à illustrer les problématiques dans lesquelles nous sommes. Ce matin, le député Véran a illustré d'ailleurs par un propos très intéressant sur les contre-vertus restructurante de l'allocation budgétaire, finalement en faisant état que la T2A avait généré des effets pervers particulièrement majeurs. On a évoqué également
d'une certaine manière aussi la question des EHPAD et de leur principe d'allocation budgétaire assez déstructurant. Et nous sommes aujourd'hui dans un temps décisif. Ma santé 2022, autrement dit la stratégie de transformation du système de santé, 10 chantiers qui s'ouvrent, la consultation nationale sur le projet Grand Âge et Autonomie, 10 ateliers qui se sont d'ores et déjà ouverts. Alors vous remarquerez que le médico-social obéit à sa tradition toujours un peu plus récréative. On parle d'atelier et non pas de chantier. Manifestement, dans le sanitaire, on travaille plus en profondeur. Mais nous sommes aujourd'hui sur un temps décisif, celui d'un changement de paradigme. On en discutait tout à l'heure avec Raymond Merle. Et cette transition, et c'est aussi ce que contient le terme ce terme en son sein, véhicule une dimension d'espoir, de projection dans le futur. Alors, une fois n'est pas coutume, vous le savez, je vais vous proposer une petite image qui permettra d'illustrer le propos. Voilà. Demain, les oiseaux chanteront. Là, en l'espèce, peut-être vous l'avez-vous reconnu, c'est une image prise de City Lights, autrement dit les lumières de la ville, de Charles Chaplin. Alors là, en l'espèce, Charles Chaplin qui annonce des demains meilleurs, finalement, pour nous, le système refondé, n'est quand même pas dans une situation particulièrement exceptionnellement, voilà, il porte un costume particulièrement dégradé et c'est en fait un vagabond. Alors je ne veux pas faire le lien, et il serait parfaitement grossier et sans doute excessif, de l'hôpital ou de l'EHPAD d'aujourd'hui qui espèrent dans des lendemains meilleurs et qui sont pour autant dans une situation aujourd'hui pas forcément florissante. Au fond, à travers cette image, je pose la question, et c'est celle que je vais vous poser, de celle de savoir comment on peut concilier l'aujourd'hui et le demain. C'est-à-dire que Ma Santé 2022, la rénovation et la refondation du système finalement médico-social et de la prise en charge de la dépendance et de l'autonomie nous amène à nous poser la question de savoir comment on va gérer l'entretemps, la transition, et que les établissements d'aujourd'hui sont sans doute dans des situations qui appellent certainement des refondations, mais aussi des réponses immédiates. Et donc les questions que je pose sont celles-là, et que je vais vous évidemment laisser la parole immédiatement. Comment concilier ces ambitions fondamentales et la capacité à donner des réponses immédiates à un système qui est en grande difficulté? Les témoignages de ce matin pouvaient l'illustrer. Et pourtant, les signaux ne sont pas tous au vert. Ce que je veux dire par là, et c'est une des questions donc que je vous pose, c'est cette immense, ou en tout cas ce grand espoir d'un modèle refondé parce qu'il est à bout de souffle, et en même temps des signaux immédiats qui ne sont pas forcément très favorables. Je veux parler, par exemple, en 2018, du non-dégel prudentiel pour le secteur hospitalier, de l'Ondam médico-social évoqué pour ambitionner pour 2019 à 2,2, donc en baisse par rapport à 2018. Donc au fond, des signaux qui ne sont pas nécessairement et systématiquement positifs, alors même que l'ambition est très forte. Comment faire vivre le dialogue social? Et là, je suis surtout sur le comment. Quelle méthode pour garantir que cette refondation soit dans une concertation, dans un travail respectueux, où l'on sorte les uns et les autres, et finalement, je reprends bien volontiers le propos de Maxime ce matin, où l'on sorte des postures où finalement l'incompréhension et l'incapacité à dialoguer réellement et à se comprendre réellement, finalement, peut être un handicap majeur. Je vous remercie vivement de vos réponses, puisqu'il s'agit là en l'espèce d'évoquer le comment, le quand et le pourquoi de la transition. Merci à vous. Je passe la parole sans transition donc à Madame de Koopman. Merci à vous de nous apporter votre regard évidemment de la DGOS, tout particulier, et évidemment aux manettes de ces réformes majeures. Alors, je n'ai sans doute pas la réponse à toutes vos questions, mais je pense que personne dans la salle ne le pense. On est déjà d'accord sur 2 points. Le constat initial d'un système qui aujourd'hui ne produit plus les effets de sens ou les effets vertueux pour nous permettre de nous organiser ou pour permettre de le faire évoluer. Donc ça, je ne sais pas s'il faut l'appeler à bout de souffle. J'ai toujours une difficulté parce que ce système, on le porte, on l'a expliqué, on l'a porté, on l'a mis en place.
Il est comme tout système, hein, les acteurs, à un moment donné, ils envoient les effets, ils voient comment le contourner, ils envoient les effets pervers et il faut à un moment donné le refonder. Donc ça, c'est le deuxième point sur lequel on est en accord, c'est la nécessité de le refonder. Et c'est vrai que la transition, elle se pose parce qu'on a fait un choix collectif, politique, qui est d'attaquer l'ensemble du système. Et parce qu'on a fait ce choix ambitieux et qu'on partage en termes de nécessité, il n'y avait pas... voilà, on est parti d'un principe que la situation actuelle, notamment dans les hôpitaux, on était sur un symptôme, on n'était pas sur une cause, et qu'il fallait traiter l'ensemble du système et l'ensemble des acteurs pour essayer de résoudre ce symptôme. Donc, effectivement, le choix qui est fait pose la question de la transition, parce que pour refonder le système, je ne vais pas vous faire croire qu'on... voilà, on peut être d'accord sur le lendemain qui chante, c'est sûr, personne n'a de baguette magique, ni dans le contexte contraint économiquement qui est le nôtre, ni dans le contexte et l'ambition qu'on s'est posée. On ne réforme pas avec une telle ambition demain, 1er janvier 2019, les choses. Donc comment on aborde ce sujet de la transition ? D'abord, on l'aborde, c'est humain, dans l'idée de la réduire au maximum. C'est pour ça qu'on est sur un calendrier de déploiement, au-delà des 10 chantiers que vous avez notés, il y a plus de 70 projets. On vous a remis l'ensemble des chefs de projet qui ont été menés avec des groupes qui sont ouverts. Vous savez qui fait quoi dans quel calendrier, avec la possibilité pour vous voilà, soit de rejoindre les groupes, soit d'y intervenir, soit d'interagir avec les chefs de projet. Donc il y a l'idée de la réduire au maximum. C'est aussi pourquoi on a une logique de projet de loi sur un certain nombre d'objets qui est extrêmement resserrée. Donc elle va contraindre la méthode, mais quelque part, puisque l'objectif c'est que la transition dure moins longtemps, c'est finalement un mal pour un bien. Deuxième point, je ne suis pas certaine que la transition sur certains sujets soit pas déjà, j'oserais pas dire en marche, Nathalie a dit plusieurs fois en même temps, mais voilà, il y a pas mal de sujets qui, dans ma santé 2022, ne sont pas des innovations tombées du ciel. Voilà, il y a beaucoup de sujets qui sont des sujets qui soit existent. Quand on parle des CPTS, ça existe déjà. Il y a beaucoup d'acteurs hospitaliers et de villes qui ont mis en place un certain nombre de ces solutions. L'originalité de la démarche que nous portons, c'est de les mettre ensemble au même moment et de les faire coïncider dans leur réalisation, persuadés qu'elles n'ont du sens que coordonnées. Donc la transition, pour moi, sur certains sujets, elle a déjà commencé. Voilà. L'autre point, c'est, comme vous l'avez très bien dit, la transition, elle est plus simple, effectivement, quand on est capable de savoir où on va, comment on va et dans quelle direction on va. Donc l'idée, c'est de pouvoir aussi, et c'est la méthode de travail qui a été proposée, pouvoir construire des choses. Dans les 70 projets, il y a des choses, elles sont techniques ou elles sont, voilà, d'abord souvent elles sont anciennes et on en est quasiment à écrire les choses. Il y en a d'autres, on est au début. Quand je parle des hôpitaux de proximité, on a tout à écrire sur les hôpitaux de proximité. On a tout à définir. Et là, alors c'est vrai que c'est rassurant de savoir le point d'arrivée, voilà, que tout soit écrit. En même temps, sur pas mal d'objets, on est quand même dans une logique de co-construction avec ce que ça a de rassurant pour certains, d'inquiétant pour d'autres, parce que finalement, même si voilà, on est parfois frustré de ne pas participer à la discussion, enfin, on le vit tous à l'hôpital, hein, quand on explique où on va de manière très forte, on nous explique qu'on a déjà tout décidé, donc c'est pas la peine de travailler, et quand on explique que on ouvre les choses pour pouvoir co-construire, on nous fait le procès de ne pas savoir où on va, et finalement d'avoir d'autres dessins. Donc, voilà, il va falloir accepter cette marge d'incertitude et c'est aussi notre capacité à co-construire sur certains objets. Les hôpitaux de proximité sont vraiment un bon exemple. Le deuxième, c'est tout ce qu'on a porté autour du management à l'hôpital, du management au sein de l'hôpital. Il y a plein d'expériences au sein des centres hospitaliers, au sein des EHPAD. Tout ça, il faut qu'on arrive à le faire remonter, qu'on arrive à nourrir un développement RH et un développement managérial voilà, qui soit revivifié de ces expériences. Et là, pour le coup, c'est vraiment dans la co-construction et la route est très ouverte. Alors, vous l'avez dit, moi, je ne vais pas vous expliquer que c'est simple, je ne vais pas vous expliquer les mains chantes. Je viens de l'hôpital, je l'ai quitté il y a 4 mois et
contrairement à ce que vous avez dit, j'ai toujours une carrière hospitalière et j'espère bien revenir après la DGOS dans un hôpital. Mais c'est effectivement dans un contexte compliqué. Le contexte économique est compliqué. Voilà, on est à la DGOS parfaitement conscient de la tension au sein des établissements, parfaitement conscient de l'équilibrisme qui est le vôtre. Voilà, dans un contexte politique et économique qu'on ne maîtrise pas totalement. Donc, sur ces messages-là, c'est des messages qu'on porte. Maintenant, voilà, vous connaissez comme moi l'état économique de notre pays. Donc, c'est une transition qui va être compliquée. Compliquée parce qu'elle est dans un contexte compliqué, mais compliquée aussi parce qu'au-delà d'inventer ou de légiférer sur des objets type CPTS, type assistants médicaux, la particularité de cette réforme, c'est qu'elle bouge les postures. Elle les bouge très clairement. Elle bouge les postures entre le public et le privé, et sur des mondes qu'on ne connaît pas forcément bien. Je veux dire, moi, directeur d'hôpital, l'organisation des soins libéraux en ville, à la DGOS, je découvre un monde. Voilà, et pourtant, ça fait 20 ans que je travaille à l'hôpital. Sur le médico-social et le sanitaire, voilà, il y a des passerelles, il y a pas toujours une bonne connaissance, il y a des visions qu'on a d'emblée clairement à la DGOS avec un prisme sanitaire alors qu'on devrait être dans une logique médico-sociale, et on ne connaît pas toujours bien non plus. Il n'y a pas toujours des liens. Alors parfois, voilà, je ne fais pas de généralité, mais c'est hétérogène. Et puis, on vous demande concrètement de passer d'une posture de concurrence, puisque le système précédent partait du principe que chacun devait s'organiser selon un équilibre qui finalement faisait que si lui était bien positionné, bien équilibré, finalement l'addition des individualités faisait un système vertueux qui fonctionnait. Et donc on en a vu tous les sujets de concurrence, clairement dans des territoires, concurrence publique-privée. Là, la posture qu'on demande, c'est une posture de coopération. Et autant coopérer, c'est pas évident. Autant coopérer quand on a été concurrent, c'est encore plus compliqué. Donc on a vraiment, c'est compliqué pas que parce que le contexte économique est compliqué, c'est aussi parce que culturellement, il y a ce changement de pied, il y a ce changement de posture qui n'est pas une évidence, surtout quand on l'a porté, quand on est chef d'établissement, on porte ces sujets-là, on s'engage sur des directives, et il est clair qu'on est parfois un peu orthogonal. Alors évidemment, les choses sont plus nuancées que ça, et les individus sont plus nuancés que ça. C'est aussi compliqué pour une dernière raison, et voilà, je m'arrêterai là. C'est dans la transition qu'on a le plus besoin de sens. C'est clair. Or aujourd'hui, c'est ce dont on a c'est ce qui nous, voilà, c'est certainement le sujet qui est le plus au cœur de nos préoccupations, et sans doute ce qu'on a perdu le plus, ce sens. Donc il y a vraiment à essayer de travailler ensemble en sortant de nos postures pour pouvoir à la fois nous, État, redonner le sens, et à la fois aux managers à pouvoir donner dans cette période qui est soit vide de sens, soit à bout de souffle, être en capacité de donner un sens particulier à la réforme et à la transition qu'on vit. Sachant que, voilà, j'en terminerai là, c'est comme les travaux à l'hôpital, c'est-à-dire les travaux où tout le monde les demande, et quand on est dans les travaux, c'est quand même la période la plus complexe à gérer dans la phase de projet. Donc on a vraiment ces enjeux-là, et voilà, et on est bien conscient à la DGOS qu'on doit nous aussi sortir des postures et aider les autres à sortir des postures sur ces différents axes. Alors, merci vivement pour cette terminologie, celle de la posture reprise à de nombreuses fois, et vous avez évoqué la notion de l'équilibrisme, sans doute d'ailleurs très largement éclairée par votre parcours, et c'est en ça aussi rassurant pour les professionnels peut-être que nous sommes, de savoir aussi qu'à la DGOS, il y a des gens qui connaissent, ont éprouvé ce que sont la réalité des établissements. La transition est pour moi toute trouvée, puisque finalement vous avez évoqué une espèce de, et sans reprendre ce qui n'a pas forcément totalement marché dans des temps plus anciens, celui d'un pacte de confiance, pour le coup, in fine, c'est bien ça que vous appelez, celle de la co-construction. Je me tourne maintenant vers Yann Dubois. Yann, en tant que
chef d'établissement, avec une expérience éprouvée, notamment aussi avec un regard sur les ressources humaines. Comment toi, tu envisages ces questions-là et finalement, comment tu peux aussi réagir aux propos de Madame de Koopman? Alors, je ne vais pas réagir tout de suite sur les propos parce qu'il est convenu qu'ensuite on puisse se poser des questions mutuellement. Donc voilà, je poserai les questions dans un second temps. J'ai noté un certain nombre de points. Alors, peut-être premièrement, quand on participe à une table ronde sur les transitions, on se sent forcément un petit peu pris en étau entre la table ronde précédente qui parle des transformations et celle suivante qui parle des ruptures. Donc déjà, l'idée, c'est d'essayer de ne pas répéter ce qui s'est dit précédemment et puis de ne pas anticiper sur ce qui va se dire ensuite. Donc je me suis dit que finalement, pour parler des transitions, il fallait qu'on soit en mesure de revenir au sens littéral. Autrement dit, une transition, c'est quoi ? C'est le passage d'un état à un autre, mais avec l'idée d'une certaine maîtrise sur le cours des choses, avec l'idée d'une certaine guidance sur les événements, et cette guidance, elle doit permettre d'éviter les chocs, les ruptures précisément, et les blocages. Donc une bonne transition, ça suppose 3 choses. D'abord, qu'il y ait du mouvement, de l'évolution, ça paraît évident. Deuxièmement, qu'il y ait du pilotage, la construction donc d'une trajectoire. Et troisièmement, qu'il y ait une forme de continuité, voire d'harmonie dans l'évolution. En cela, dire que les transitions doivent être très courtes, pas forcément justement. Quelquefois, il faut du temps, parce que ce qu'on vise, c'est l'harmonie. Alors en soi, je me suis dit d'ailleurs que ces 3 caractéristiques pouvaient illustrer assez bien le métier de directeur, qu'on soit directeur sanitaire ou directeur médico-social, c'est-à-dire qu'il y a du mouvement, du pilotage et du moyen-long terme. Et puis, ça, c'était la vision optimiste des choses. Et puis, je me suis souvenu d'un mail que m'a envoyé récemment un professeur de chirurgie qui exerçait dans le CHU où j'étais précédemment. J'en profite pour saluer Bernard Dupont, que j'ai vu à l'instant. Et donc, ce professeur de chirurgie, pour caractériser donc son sentiment sur la situation de l'hôpital public, avait cité la phrase suivante dans son mail de l'écrivain allemand Ernst Jünger dans Orage d'acier, qui disait la chose suivante: la course en rond dans des systèmes morts, la réception et l'exécution d'ordres insensés, la quête mélancolique d'une issue sont les caractéristiques des périodes de transition. Ça calme, hein ? Alors, c'est vous dire l'état de désespérance dans lequel la transition du système hospitalier plongeait notre PUPH. Mais finalement, est-ce que c'est bien différent de ce qui se répète depuis ce matin quand on dit que le système est à bout de souffle ? Alors, moi, ce n'est pas forcément la vision que je partage, mais pour en avoir le cœur net et pour livrer de façon assez abrupte une vision de terrain de ce qu'est la transition à l'hôpital aujourd'hui, j'ai regardé mon agenda sur les 3 derniers jours, alors qui ressemble à n'importe quel agenda de directeur, hein. Même en psychiatrie, on a un agenda. Et donc j'en ai extrait ce qu'on peut appeler des temps forts. Alors, premier jour, c'était vendredi, je regarde Jean-Pierre puisqu'il y participait, une réunion des directeurs du GHT. Deuxième jour, une réunion sur la construction de l'EPRD. Troisième jour, une soirée débat sur la projection du film 12 jours de Raymond Depardon sur les hospitalisations sous contrainte. Alors, quel sens on peut donner à ces 3 types de transitions ? D'abord, les GHT. Alors, à mon sens, on a affaire ici à ce qu'on peut appeler une transition-rupture. Mais une transition-rupture qui ne dit pas son nom. Qu'on regarde le nombre absolument hallucinant de directions communes et de fusions qui ont eu lieu depuis 2 ans. C'est absolument révolutionnaire par rapport à la carte de nos établissements. Est-ce qu'on va dire enfin que les GHT constituent l'outil idoine qui permet d'accompagner la fermeture de nombreux petits plateaux médico-techniques et d'aller vers les hôpitaux de proximité?
je crois que l'ADN de nos établissements, dans le schéma historique, c'était précisément une autonomie de gestion. Et bien, les GHT viennent modifier ce schéma historique, et ce, de façon substantielle. Donc, en termes de transition, le mouvement ici, si on reprend les 3 critères d'une bonne transition, le mouvement, il existe bel et bien, il est même très, très rapide. La maîtrise et la guidance, elles existent également, mais elles appartiennent beaucoup aussi au niveau central, puisqu'il faut rappeler que les GHT et les domaines de mutualisation, les 4 domaines de mutualisation étaient imposés. Par contre, pour l'harmonie qui est souhaitée et la continuité, là, ce n'est pas vraiment à l'ordre du jour, parce que vous savez bien que ça crée beaucoup de tensions au niveau des établissements. Sur le deuxième type de transition, à travers l'EPRD et les trajectoires financières. Alors là, pour le coup, à mon sens, il s'agit d'une transition équation impossible, d'une transition quadrature du cercle. Alors, si on parlait de sport, on parlerait d'une passe à l'aveugle. C'est-à-dire que si vous récupérez la balle, c'est magnifique, mais ça reste quand même très, très aléatoire. Je pense qu'on est tous pareils. Là, dans le moment, on construit tous nos EPRD. Alors, moi, je regarde assez simplement. Il ne faut pas être grand financier pour faire un constat assez simple. EPRD 2019, plus 500 000 € de PPCR, avec une DAF qui n'a pas bougé depuis 6 ans. Bah, très concrètement, ça fait 10 postes à supprimer. Sachant qu'on fait dans l'établissement 90% d'ambulatoires, on déborde tous les week-ends. Et alors, pas de chance, parce que tous nos postes de psychiatres sont pourvus. Donc, Zéna Briette parlait tout à l'heure de situation kafkaïenne. On discute avec des collègues d'établissements psy qui n'ont pas de postes, qui ont beaucoup de postes vacants et qui me disent « Ah bah, du coup, on s'en sort pas trop mal parce qu'on a des postes de psychiatres vacants. » Je veux dire, on marche un peu sur la tête. Et là, pour le coup, en matière... Le PGFP, par exemple, pour moi, ça reste la transition mystère. C'est-à-dire que là-dessus, j'ai une grosse incertitude. Alors, troisième type de transition, je vous parlais du film sur les hospitalisations sans consentement. Là, pour le coup, je dirais qu'il s'agit de la mécanique du quotidien. C'est-à-dire que c'est la transition des petits pas, c'est le supplément d'âme qu'on va mettre dans la production des soins, dans l'amélioration de la production des soins. Concrètement, comment ça se caractérise ? C'est un adjoint qui vous propose de mettre en place des serrures débrayables dans chaque chambre d'hospitalisation de façon à ce que les patients se sentent comme chez eux. C'est un chef de pôle de pédopsychiatrie qui va décider de supprimer une chambre d'isolement pour en faire une chambre d'apaisement et changer ainsi les pratiques soignantes. C'est une présidente de CME qui va prendre à bras-le-corps la question de l'exil et des migrants et qui va organiser le travail clinique en conséquence. Et je pense que nous sommes assez nombreux ici à trouver dans ce type de transition qui est très localisée et très discrète, finalement, le vrai sens de notre métier. Stéphanie, tu parlais du sens de notre métier. Moi, personnellement, je le trouve plus dans ce type de transition très discrète que dans d'autres évolutions. Donc, pour conclure, je vous livre quand même juste en pâture 3 citations que j'ai lues récemment et qui m'ont fait sourire parce que je trouve qu'elles peuvent s'appliquer à notre environnement, mais on peut en faire l'interprétation qu'on veut, dans le sens qu'on veut. Donc je vous les livre, je ne fais pas de commentaires, je m'arrêterai là. Alors j'ai tout d'abord trouvé un proverbe italien qui dit la chose suivante. Pour chaque solution, l'administration est capable de trouver un problème. À réfléchir, à méditer. Une sortie que j'ai entendue dans une discussion sur les GHT, alors c'était avant vendredi dernier. Il y a des liens qui ligotent, d'autres qui unissent. Voilà. Et une dernière phrase de Jean Cocteau, qui est très connue celle-là, mais qui est très managériale dans l'esprit, et qui dit « Puisque ces mystères nous dépassent, feignons d'en être l'organisateur. » Voilà. Je vous remercie. Alors, normalement, je devrais laisser au moins 1 à 2 minutes de silence complet pour permettre la réflexion. Pas prévu tout à fait dans le timing, et donc désolé d'embrayer de manière un peu
peu discourtoise. Raymond Merle, vous allez nous livrer votre parole de l'usager. Je pense que la conclusion qu'a faite avant les citations Yann, notamment sur le supplément d'âme, le sens, et peut-être les transitions qui sont peut-être moins, institutionnelles, ont aussi leur place. Merci de nous livrer votre regard dans un timing maîtrisé, s'il vous plaît. Merci pour l'invitation. Juste un mot d'introduction. Je suis atteint d'une pathologie rénale chronique depuis 30 ans avec quelques soucis majeurs au niveau cardiaque, etc., au niveau pulmonaire. Mais lorsque je vais voir mes médecins qui me disent « Raymond, tu n'as pas de diabète », je suis très très content d'entendre ça. Donc ça, c'était la première chose. Donc, ensuite, si on parle de transition, si aujourd'hui on fait un arrêt sur image, qu'est-ce qu'on peut constater ? On est en plein bouleversement culturel, on est dans un changement de paradigme par la collaboration. D'un côté, on a les techniques médicales, chirurgicales, les prises en charge qui évoluent en permanence. Pour ma part, j'ai eu 2 transplantations rénales à 17 ans d'écart, précédées de 2 périodes de dialyse. Je peux en parler savamment. Ensuite, on a la réglementation qui s'adapte au rythme de ces avancées, on l'a vu encore ce matin, et qui édicte des règles d'application. Et ensuite, on peut se poser la question, mais du patient, le patient, oui, mais qu'est-ce qu'il fait dans cette histoire-là ? Est-ce qu'il reste dans cette notion de passion, de soumission, de souffrance, de choses comme ça, qui devient passif, il est passif en permanence, et il a la possibilité d'évoluer. Et quand on regarde au sens étymologique du terme, dire qu'un patient devient acteur de sa propre vie et du système de santé est un non-sens étymologique. Alors, on voit bien qu'on ne va pas aujourd'hui en arriver jusque-là, heureusement. Et donc, le patient, lui, il évolue. Il est passé de malade à patient. Il est passé maintenant, depuis 2002, usager du système de santé. Il est devenu représentant des usagers. Il est devenu maintenant formateur, enseignant, chercheur. Donc, il y a une évolution. Le patient a passé le cap entre le moment où il est en pleine déconstruction. C'est une descente aux enfers qui va de mal en pis, jusqu'au moment où il prend conscience de ce qui lui arrive. Cette descente aux enfers se stabilise. Il prend conscience et il engage le pouvoir d'agir. Les notions d'empowerment se font écho. Et il arrive à un moment donné où il va vers le rétablissement, et là, la porte est ouverte, et quand il se reconstruit, il n'y a plus de limites, les seules limites qu'il a, c'est les limites qu'il va se créer. Par contre, il a toujours la maladie avec lui, ou les maladies. C'est un petit peu le système de la coloc, hein. Tu viens avec moi, je pars en vacances, mais tu me laisses tranquille, hein. Je peux avancer. Donc ça, c'est la notion du patient, donc on voit par où il passe, et jusqu'où il peut aller. Et quand on regarde maintenant en parallèle, on met le représentant des usagers, donc l'évolution est quand même particulièrement intéressante entre la rencontre entre les usagers, les patients qui se sont réunis dans des collectifs, hein, le collectif interassociatif sur la santé, les États généraux de la santé en 1999, qui ont conduit à la loi de 2002, rappelant que la loi du 4 mars 2002 est une des seules lois qui a été votée à l'unanimité au Parlement, donc je pense que c'est quand même important de le noter. Ça veut dire quand même que la transition était peut-être engagée à ce moment-là, avec une volonté de faire quelque chose ensuite. Tous les textes qui s'en sont suivis, et je ferai un saut de puce jusqu'en 2016, la loi de modernisation, qui permet aux représentants des usagers d'être soit président, soit vice-président des commissions des usagers. Donc je pense que, vous voyez, l'évolution, elle est quand même au niveau réglementaire particulièrement avancée, et c'est à ce niveau-là, je pense que les choses sont réglées, les avancées sont là, il y a encore des choses à faire, mais je pense que le chemin est tracé. Par contre, les difficultés qu'on pourrait rencontrer, ce sont beaucoup plus des difficultés humaines, de relations, de communication entre les acteurs. Et je pense qu'au même titre qu'en 2002, c'est quand même la formalisation de la démocratie sanitaire. La démocratie sanitaire, on a pris un coup dans l'aile quelque part, parce que tous les acteurs n'arrivent pas quand même maintenant à travailler ensemble, à se comprendre, à s'écouter pour se comprendre. Et je crois que les difficultés, elles sont beaucoup plus humaines que réglementaires ou autres.
quand on est représentant des usagers, donc il y a deux possibilités. Soit la réglementation nous dit vous êtes représentant des usagers, vous allez intervenir dans les commissions, les comités, conseils d'administration, conseils de surveillance, etc. Soit on est dans une situation où on est un petit peu potiche, passez-moi l'expression, et à ce moment-là, on est présent, mais on n'agit pas. Et je ne suis pas sûr que ce soit pertinent et que ça serve à quelque chose. Soit on a la possibilité d'intervenir en collaboration avec l'établissement. Et je crois que le maître mot dans ce cas-là, c'est la volonté médicale politique de dire on veut que le patient soit là. Donc au niveau, je pense que des directeurs et des responsables d'établissements et des institutions, dire qu'on veut que le patient soit là, que le représentant des usagers soit là, c'est déterminant. Si ça ne se fait pas, ensuite rien ne peut se faire. Ou alors très très compliqué. Et on a des exemples particulièrement intéressants qui se sont réalisés. On parlait d'expérimentation ce matin. Il y a vraiment beaucoup d'expérimentations qui sont très, très, très enrichissantes et qui sont la possibilité d'avancer. Je prendrai pour terminer, j'ai deux exemples. L'éducation thérapeutique du patient. Si on devait donner une image de l'ETP, on pourrait dire que c'est le merveilleux espace où tous les acteurs se rencontrent à la réalisation, la construction et le développement d'un même projet. Et les patients sont intégrés dans cette éducation thérapeutique, puisqu'on parle d'éducation thérapeutique du patient. Personnellement, je la verrais mal sans le patient. La deuxième chose, pour conclure, puisqu'on était dans les citations, je citerai Antoine de Saint-Exupéry et Paul-Émile Victor qui disent « La pierre n'a pas d'autre choix que d'être une pierre, mais si elle collabore et elle s'assemble, elle devient temple. » Je vous remercie. Décidément, une table ronde très culturelle. Merci à vous. Dans ce que vous énoncez sur la co-construction, sur le fait de s'écouter, puisque c'est une terminologie que vous avez utilisée, l'ANAP, je me tourne vers vous, Madame Martinon, a publié un certain nombre de documents, assez nombreux, plus nombreux d'ailleurs que ce que je pensais, je le confesse, qu'en regardant d'un peu plus près la production de l'ANAP, c'est quand même particulièrement important, juste pour information, mais je pense que Mme Martinon vous le dira, dans le rôle de l'ANAP, il y a 18 publications en 2018, l'année n'étant pas finie, 14 ou 15 pour l'année 2017, donc on voit bien que c'est quand même très... c'est une production intense. Et dans cette production, parmi celles-là, il y a aussi tout ce qui concourt à la co-appropriation, finalement, de l'ensemble des réformes, des modifications et des transformations. Donc ce temps de la transition, l'ANAP, d'une certaine manière et d'une manière certaine, y contribue. Et bien évidemment, je me tourne vers vous pour avoir votre regard et pour illustrer dans ce temps particulier qu'est le nôtre, le rôle de l'ANAP sur cet accompagnement et ce suivi. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je vous remercie pour cette invitation. Je trouve que le thème de la transition, et vous l'avez extrêmement bien illustré, est particulièrement intéressant aussi pour saisir les tensions entre effectivement le court terme et le moyen terme, l'écart entre les deux et entre les objectifs qu'on poursuit à ces deux niveaux crée des tensions, et c'est sans doute ça qu'il faut collectivement accompagner. Je trouve que c'est très heuristique dans le questionnement finalement. Alors quel rôle pour l'agence dans la transition ? Vous vous en doutez, très naturellement, on s'inscrit évidemment dans les objectifs qui sont poursuivis par le ministère et la politique de santé qui est menée au niveau national. La question pour nous, et c'est la question qui a présidé à la création de l'ANAP en 2009, c'est de répondre au comment. Et donc vous l'avez dit en introduction aussi, finalement c'est comment est-ce qu'on outille les professionnels, les équipes dans les établissements, que ce soit les hôpitaux ou les maisons de retraite ou les établissements médico-sociaux, pour finalement essayer d'avoir une transition ou en tout cas des évolutions, des changements d'organisation qui soient les plus pilotés, les plus assurés, les plus maîtrisés possibles. Alors, c'est vrai qu'on a une production qui peut paraître extrêmement variée dans des champs divers. D'ailleurs, pour nous, c'est un sujet d'interrogation, de se dire comment est-ce qu'on a d'abord peut-être des axes prioritaires et puis comment est-ce qu'on évite la dispersion, c'est toujours un risque. Et puis, la question qu'on se pose à chaque fois, c'est
comment est-ce qu'on va vers l'appropriation, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a quelque chose qui a été fait, produit, proposé systématiquement en lien avec des professionnels, puisque tous les travaux qu'on mène sont en lien avec les équipes de terrain, enfin, ou même sont faits avec elles, c'est-à-dire qu'on intègre dans nos groupes de travail, dans nos groupes utilisateurs, systématiquement des professionnels de santé. Comment est-ce qu'on va à l'étape suivante et comment on va jusqu'à la mise en mouvement? C'est-à-dire, finalement, c'est très bien d'avoir des publis, soit sur papier glacé, soit sur notre site internet. J'espère que vous les avez déjà vus et utilisés. Mais du coup, comment est-ce qu'on fait ce qu'on a appelé, nous, le dernier kilomètre? C'est-à-dire, plutôt que de mettre en ligne une superbe méthode pour apprendre à nager, comment est-ce qu'on dit... on va à la piscine. 2, on progresse en natation. Et alors là, encore mieux, on va vers de la natation synchronisée quand on est dans des dynamiques de coopération, par exemple. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus difficile puisque c'est pas l'outil tout seul, il est effectivement parfois un petit peu sec d'une certaine façon. Et cette réflexion-là, finalement, elle nous a amené aussi à réfléchir de notre côté sur la façon dont on travaillait avec les professionnels et du coup d'engager, finalement, de travailler sur des nouvelles modalités d'intervention en se disant, mais finalement, la meilleure façon de mettre en mouvement les équipes, c'est que ce soit l'équipe d'à côté, c'est que ce soit un autre professionnel qui lui dise, mais tu sais, tu pourrais faire comme ça, et du coup d'utiliser la force de conviction des pairs pour se dire, voilà, on peut diffuser au sein du système de santé, par capillarité, des bonnes pratiques, des solutions concrètes, des dispositifs, des outils opérationnels, des démarches opérationnelles qui ont du sens à un niveau qui est celui des organisations locales. Donc du coup, l'enjeu pour nous, c'est d'aller vers la structuration, l'animation de réseaux de professionnels. On l'a commencé à le faire depuis un certain nombre d'années, notamment dans le champ numérique. Vous connaissez peut-être les ambassadeurs HNUM qui ont évolué vers le réseau des professionnels de l'agence dans le champ numérique. On va le faire sur d'autres sujets, notamment la responsabilité sociétale et environnementale, ça c'est pour cette année. Et puis à l'avenir, on va identifier aussi d'autres thématiques. L'enjeu, c'est d'aller vers une appropriation qui soit la plus simple et la plus facile possible. Pour nous, c'est aussi une façon d'adapter ce qu'on propose au contexte, aux ressources, aux compétences des établissements. Et puis, dans cette dynamique-là, on le sait, il y a une question temporelle, tout simplement. Cette appropriation, c'est aussi une montée en compétences collectives du système de santé. Je pense par exemple, on avait évoqué ensemble en préparant tout ce qu'on a pu faire sur la contractualisation dans le champ médico-social. C'est sûr que des fois, il peut y avoir une frustration par rapport à un niveau un petit peu idéal de contractualisation entre ARS, conseils départementaux et établissements médico-sociaux. Et c'est vrai qu'on a l'outil, la démarche qu'on met à disposition des deux acteurs, elle est peut-être un peu idéale, mais je pense qu'il faut aussi se laisser le temps de la transition et du coup de l'appropriation de la méthode, de la démarche, et que cette acculturation, elle prend bien évidemment toujours un petit peu de temps. Alors, juste pour finir et peut-être pour conclure, je vais rebondir sur la citation que vous aviez évoquée sur les transitions et être un tout petit peu plus optimiste en disant que, en tout cas, dans tous les projets qu'on mène, nous, on le voit sur le terrain, on a des solutions concrètes qui viennent des professionnels et tout l'enjeu, c'est aussi de les diffuser, de les renforcer et de faire en sorte qu'à partir de ce matériau-là qui est issu du savoir-faire des équipes, on puisse en faire profiter, en faire bénéficier le plus grand nombre. Et ça, c'est vraiment l'enjeu pour l'agence, d'avoir un niveau d'appropriation qui soit le plus important possible. Merci beaucoup pour cet apport. Avant de passer aux questions, puisqu'effectivement nous avons convenu qu'on échangerait pour donner un peu de dynamisme à cette table, je vais évidemment laisser la parole à Jean-Paul Raymond. Merci d'avance de votre regard aiguisé. J'ai souhaité effectivement vous faire intervenir en dernier en tant que président de l'Association nationale des directeurs de l'action sociale et de santé, donc avec une dimension parfaitement transversale, et ça nous intéresse. Quel est votre regard sur les problématiques que nous avons traitées ici, celle de la transition, de la direction, du sens et de cette transformation, et parce que je sais que vos réflexions au sein de cette association sont particulièrement aiguisées, donc si vous nous en faites part, ce sera avec grand plaisir.
Merci et merci de m'avoir invité, effectivement. Je vous l'ai dit, hein, j'étais aussi intéressé pour venir parce que ce sujet de la transition est un sujet qui nous intéresse énormément à l'ANDAS. Et je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Je voudrais quand même, peut-être en avant-propos, vous dire que sur mes fonctions de directeur de l'action sociale de l'enfance et de la santé à Paris, c'est une très grosse machine, très grosse organisation. Et malgré ça, j'ai conduit en fait des réformes assez importantes. Pratiquement tous les services ont évolué depuis 3 ans. Après, évidemment, ça ne se passe pas tout seul, c'est assez compliqué, mais je trouve que ce sera intéressant parce que je suis un adepte des entreprises libérées, pour vous dire, du concept en tout cas. Et j'ai beaucoup travaillé sur la participation et la manière dont on peut assurer des transitions avec le moins de casse possible, on va dire. Voilà, et le plus de sens possible. Donc c'est un autre chapitre, si vous voulez. Si on veut, je pourrais rentrer sur la méthode à un moment donné. Je voudrais là, plutôt en tant que sur l'ANDAS, vous dire un petit peu ce qu'il en est. Alors, l'ANDAS, je suis obligé de vous dire un peu qui on est, dans quel contexte on travaille aujourd'hui, au niveau des départements, et puis on rentrera un petit peu dans le détail. L'ANDAS, c'est avant tout une association des directeurs d'action sociale, des départements, des grandes métropoles, et depuis, on s'est ouvert. On s'est ouvert aussi parce que le mécano institutionnel est en évolution et que parler de l'action sociale des départements, ça devient un peu étroit finalement, et finalement, ce n'est qu'une façon d'anticiper les futures évolutions, puisqu'on parle beaucoup de décloisonnement et de fusion de compétences, etc. On est, en tant qu'association, centré principalement sur les politiques publiques. C'est-à-dire que nous ne sommes pas une association de défense catégorielle, il faut le savoir. C'est un parti pris vraiment idéologique depuis le départ. C'est-à-dire qu'on peut avoir des statuts extrêmement différents au sein de nos directeurs d'action sociale. Et nous travaillons principalement sur l'expertise. Notre mission principale est d'accompagner, si possible, la construction des politiques publiques pour faire en sorte qu'elles soient les plus efficaces possibles. Alors, on accompagne tous les changements, toutes les mutations, et en fait, toutes les politiques de solidarité, c'est rendu nécessaire parce qu'il se passe beaucoup de choses. D'abord parce qu'il y a des impulsions législatives régulières et gouvernementales qui interviennent et qui modifient forcément notre écosystème. Il y a aussi des phénomènes de société assez naturels, notamment le vieillissement des populations, mais aussi il y a la précarisation d'un certain nombre des concitoyens à un moment donné qui fait qu'on est amené à se pencher sur un certain nombre de sujets, par des phénomènes aussi internationaux, avec des migrations transfrontalières ou internationales aujourd'hui qui sont importantes, notamment sur les mineurs étrangers, par exemple, un phénomène dont on parle beaucoup, ou encore par un besoin de re-questionner les priorités face à des évolutions des besoins et une évolution de la réponse. Par exemple, sur un sujet qui est assez connexe à celui que vous connaissez, aujourd'hui, le gouvernement réinterroge la place de la PMI. C'est important parce qu'on est quand même dans le médico-social. C'est le levier principal aujourd'hui des départements en matière de santé. Et les départements, vous savez, n'ont pas de compétences en matière sociale, sinon celle qui est contenue dans le médico-social et dans la PMI. À Paris, c'est un peu différent puisque nous sommes ville et département, donc on a aussi un volet ville, mais sur une compétence facultative. C'est là où on se retrouve à avoir des barrières et des frontières parfois, et des lignes de compétences qui ne sont pas toujours faciles à dépasser. Alors, on vit aussi, ce qui est aussi la caractéristique des départements de France, c'est qu'on est des collectivités, donc des organismes à commande politique, qui subissent aussi des changements réguliers, qui sont liés au cycle des élections locales, voire nationales. Et donc, on vit en permanence dans les départements un paradoxe qui est celui de construire des politiques et de mener des politiques qui se construisent à long terme. Les politiques de solidarité ne sont pas des politiques de coût, c'est COUP. C'est des politiques qui doivent se construire sur la durée. Et depuis 10 ans, en fait, l'existence des départements même est remise en question en permanence. Suppression des départements de milieu rural, construction des métropoles, la loi NOTRe, avec la remise en cause même de compétences départementales ou de la clause de compétence générale, la loi MAPTAM qui fait l'avènement du couple région
métropole et qui instille finalement la disparition des départements. Donc comment on gère aussi des transitions de ce type-là quand vous avez des professionnels et même des organisations syndicales qui questionnent en permanence le devenir même de leur propre mission. Ça crée un contexte un peu particulier de travail où ça demande de la part des managers, en tout cas, de travailler sur le sens et de dire, pas toujours d'apporter des réponses au niveau interinstitutionnel, mais en tout cas d'apporter des réponses à court terme sur comment on réenchante un peu le sens à court terme pour l'ensemble des professionnels qui, eux, sont confrontés aux populations. Et puis aussi un environnement extrêmement contraint que vous connaissez, vous, de ce que j'ai entendu, en tout cas dans vos propres établissements, mais qui ne m'avait pas complètement échappé, mais qui est que depuis 2008, il y a un effet très fort qui pèse sur les départements au niveau de l'absence de compensation ou une baisse des compensations au regard de la dynamique des charges. Autrement dit, on ouvre beaucoup de droits pour l'ensemble des usagers, on crée du droit nouveau. La création des MDPH, par exemple, fait qu'à Paris, vous avez 160 000 personnes qui ont un dossier à la MDPH avec des droits ouverts et donc qui revendiquent ces droits-là. Mais vous avez des droits sur l'ensemble des allocations de solidarité qui s'ouvrent, qui sont plutôt dynamiques en France aujourd'hui, qui confrontent tout, auxquels sont confrontés tous les départements. Et pour autant, vous avez un espèce de plafonnement des compensations financières, voire parfois des réductions de compensations financières. Vous rajoutez à ça une ligne directrice qui est donnée aujourd'hui sur la trajectoire financière des 300 plus grandes collectivités de France. Et vous avez compris que pour arriver à assumer l'ensemble de ces dépenses obligatoires, les départements sont obligés de couper pratiquement dans tout ce qui est facultatif et qui parfois donne le sens politique. C'est là où il y a une vraie difficulté, c'est que aller faire de la politique sociale aujourd'hui sur l'allocation RSA, c'est quand même pas le plus facile, ou sur l'allocation APA, qui est extrêmement normée. Par contre, travailler avec l'ensemble des acteurs autour de la personne pour travailler sur la prévention au niveau des territoires et de savoir comment on imagine les articulations entre les uns et les autres autour du parcours de la personne, là, c'est nettement plus intéressant. Sauf que là, vous n'avez pratiquement plus les leviers pour pouvoir faire. Voilà, donc on est en fait devant une espèce d'injonction dans les départements de devoir assurer, comme le ferait une caisse, quelque part, et sans avoir les relais politiques. Quand je parle de politique, c'est au sens noble, c'est-à-dire choisir le mode d'action pour pouvoir accompagner l'ensemble de ces politiques de solidarité au plus près des gens. Et puis, un environnement qui bouge aussi en permanence, parce que nous sommes confrontés à la numérisation, globalement, tout l'environnement numérique aujourd'hui dans la relation aux usagers, la réduction des guichets par un certain nombre de partenaires, aujourd'hui, qui fait qu'on substitue finalement le numérique à la présence physique auprès des personnes, qui relègue de fait une partie des personnes dans la capacité aussi de pouvoir se joindre et d'avoir cet accès au droit égal, qui questionne évidemment l'ensemble de nos propres services qui sont toujours à l'état de guichet aujourd'hui. Mais c'est vrai que cet écosystème du partenariat, forcément, ça re-questionne aussi les départements qui sont un peu subsidiaires. C'est-à-dire on est un peu le filet de sécurité pour l'ensemble de ces personnes dans l'accès au droit. Et puis, un phénomène quand même un peu émergent, nouveau, et je vous félicite d'avoir invité en tout cas des représentants des usagers ici, c'est que les usagers et les citoyens, d'une manière plus générale, ont une appétence bien plus forte aujourd'hui à participer à la construction des politiques publiques et à leur évaluation qu'il y a 10 ans. Et ça modifie complètement la manière dont on est amené à construire les politiques publiques aujourd'hui, y compris en matière de santé. Vous ne pouvez pas concevoir de mettre en place une politique de santé sur la ville de Paris sans faire des assises citoyennes de la santé avec de la participation. Ce serait complètement inconcevable. Voilà, donc peut-être des effets directs, et je m'arrêterai là. C'est la réduction des marges de manœuvre globalement, la recherche permanente de rationalisation dans nos organisations et une quête de performance de nos systèmes et de nos ressources. Et puis un élément important, c'est qu'à travers tout ça, et ce que je vous ai décrit là, qui ne porte pas forcément son nom, mais il y a une espèce de tentation quasi permanente de recentralisation qu'on sent très fortement à travers un certain nombre de mouvements. Vous savez, c'est un peu insidieux, c'est-à-dire que ça passe par
qui est gestionnaire de quel dispositif, qui va en être garant à un moment donné, comment ça s'organise, qui pilote, qui organise la réunion, sur quel sujet. Enfin, c'est des choses de ce type-là qui fait que... Alors c'est vrai que c'est assez génétique, on va dire, dans l'appareil français, de penser toujours recentralisation ou d'avoir une espèce de défiance. Et c'est peut-être ce que pourrait dire mon collègue qui ne pouvait pas venir, je crois, de Jean-Michel Rapina, de l'ADF, mais ça a été dit très fort au congrès de l'ADF auquel je participais récemment, l'Association des départements de France, que voilà, faut faire attention. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut choisir le modèle. Est-ce qu'on est sur une espèce de recentralisation rampante ou est-ce qu'on pense que l'État est toujours décentralisé et que la décentralisation apporte aussi des bienfaits? Alors, ce sera un chapitre à part. On pourrait faire une grosse parenthèse, si vous voulez, d'1h30 là-dessus. On aurait beaucoup de choses à dire. Et puis, il y a quand même un autre élément, c'est qu'on pense toujours, aujourd'hui, les politiques avec un modèle d'application qui est top-down. On le pense en centrale et on pense qu'il peut s'appliquer au local. Et toujours sous couvert d'une espèce d'équité de traitement de l'ensemble des usagers, ce qui est vraiment faux. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'on constate au niveau des territoires aujourd'hui, c'est que le quoi peut être effectivement un modèle national, mais le comment ça s'applique au niveau des territoires, si on veut respecter l'équité, vous ne l'appliquez pas en Lozère comme vous l'appliquez à Paris. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut dire au niveau de l'ANDAS. Et on confond austérité et sobriété. Et sur la sobriété, je pourrais vous en parler tout à l'heure. Merci. Transition toute trouvée, évidemment. Merci infiniment sur le top-down. Au fond, et c'est une question que je vais vous poser immédiatement, une des complexités majeures du moment, du temps qui est le nôtre, c'est de faire ce pas vers la transition, alors même qu'on est dans un climat qui est quand même assez morose, voire même parfois de défiance, voire même de méfiance. Enfin, en tous les cas, la confiance n'est pas totalement au rendez-vous. Et une des manières d'apporter des garanties, et j'utilise ce terme-là évidemment de manière choisie, c'est la méthode. Et au fond, la question que je me permets de vous poser aux uns et aux autres, c'est quelle est la méthode que vous attendez? Quelle est celle que vous proposez? Et en quoi contient-elle en son sein un certain nombre de garanties, alors même, et je me permets cette petite parenthèse, qu'elle est quelquefois questionnée, y compris par les organisations syndicales, quand elles ne sont pas appelées à participer aux tables ou aux ateliers ou aux chantiers. Effectivement, j'ai eu l'occasion, pour ma part, de m'en entretenir avec Dominique Libaud, quand effectivement on s'étonnait de voir les organisations finalement syndicales pas représentées dans la concertation actuellement en cours, alors même que finalement on peut penser que c'est en grande partie par le mouvement des EHPAD que s'est enclenchée cette démarche. En tout cas, ce raccourci-là est peut-être par définition un raccourci, mais on peut être tenté de le faire. Et donc, de ne pas succomber à cette tentation du top-down et d'une vision peut-être un peu raccourcie et recentralisatrice. Évidemment, Mme de Koopman, je me tourne peut-être vers vous en premier lieu. Je ne vois pas pourquoi. Plusieurs points. D'abord, moi, je n'ai pas le sentiment qu'on met en place une politique de recentralisation. On est vraiment dans une logique territoriale. L'enjeu aujourd'hui, et c'est bien ce que porte Ma Santé 2022, c'est d'aller définir, d'apporter une attention à la proximité. Et c'est en ça qu'on passe... Voilà, on est aussi en situation de transition et potentiellement dans une logique de transition-rupture que vous évoquiez. On est vraiment dans quelque chose qui va se jouer dans les territoires. Et au-delà de la méthode, il est clair que nous, on portera une attention forte au fait qu'on ne définisse pas en centrale l'alpha et l'oméga de tous les dispositifs, et que tous les dispositifs aient la capacité de s'adapter à toutes les situations qui sont extrêmement diverses dans les territoires. Voilà, il n'y a que au niveau territorial, local, qu'on peut, dans un dispositif, utiliser ce qui est nécessaire. Donc moi, je ne partage pas cette vision de recentralisation. Je pense qu'en revanche, par rapport à votre intervention, ça demande au niveau territorial à chacun de sortir de sa posture, et y compris les départements, et y compris les élus locaux. Voilà,
présentation de Ma Santé 2022, effectivement, on a eu, on a eu des échanges un peu rudes sur le sujet collectivité locale, mais ça demande à chacun d'accepter de lâcher prise et de se dire qu'il ne maîtrisera pas tout le dispositif, mais il est aussi concerné que les autres sur l'organisation des soins. Et c'est vraiment une logique où on passe d'une demande d'organisation des soins à une demande de prise en compte de la santé. On est en train de changer de paradigme sur ces éléments-là. Et donc, pour l'ensemble des acteurs, on évolue vers une autre définition. Alors, donc pas top-down, pas centralisé, adaptable au territoire, et donc avec une méthode de travail qu'on vous a définie sur 70 projets. Après, il y a des projets où on peut travailler, et c'est le cas des hôpitaux de proximité, puisqu'on utilisera le comité GHT où vous êtes largement représenté, et pour interagir sur le sujet hôpitaux de proximité GHT, et on multipliera, comme on l'a proposé aux fédérations, des moments où on peut être en contact sur un certain nombre de sujets pour à nouveau pouvoir discuter de la mesure, du sujet, de comment on va le décliner, de comment on l'accompagne, de comment on le porte, de comment ça a du sens. Et en même temps, pour recueillir aussi les expériences de terrain qui, Sophie l'a très bien dit, il y a beaucoup, dans le paysage morose qui est nôtre, il y a beaucoup d'initiatives et il y a beaucoup de choses à remonter, à prendre, à diffuser. Et c'est ce qui donne de l'espoir dans notre situation actuelle. Sur le propos de Stéphanie de Koopman, sans doute des réactions, des compléments. Juste un petit exemple. Du coup, alors, effectivement, on a peut-être... Je pense qu'on peut avoir des tentations recentralisatrices, et effectivement, la vision top-down est souvent la plus facile à porter. Et il y a aussi une tradition française, on ne peut pas se le cacher là-dessus. Voilà. Mais je voudrais juste mentionner le dispositif Hospitalant, qui est une initiative assez modeste, hein, je ne veux pas... mais qui part d'un projet porté à la fois par la DGOS, le HESP et la NAP, qui touche finalement aux questions de management, et de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas des innovations managériales dans le cerveau, dans les idées des professionnels de terrain, et qu'avec des techniques assez innovantes d'animation, on peut sur la journée essayer de commencer à structurer. Et donc on a organisé un événement dont le premier a eu lieu à Colmar lundi, qui consiste à réunir alors un peu moins d'une centaine de personnes, et d'identifier des projets extrêmement concrets sur lesquels on se dit on va donner ensuite un coup de pouce pour que le projet grandisse à la fois plus vite et plus facilement, mais en partant vraiment dans une démarche beaucoup plus bottom-up que ce dont on pourrait avoir l'habitude. Et en fait, alors moi les premiers retours que j'ai eus, donc qui sont encore très qualitatifs, mais sont plutôt positifs, voire très positifs, avec d'une part un fourmillement d'idées et effectivement une identification absolument sans difficulté de 3, 4, 5 projets, je crois, qui potentiellement pourraient donner par la suite lieu à un accompagnement et donc du coup à un retour d'expérience, à un partage qui sera beaucoup plus large ensuite. Donc voilà, alors ça c'est un petit peu innovant, ça reste à une échelle qui est très modeste, hein, il faut pas, voilà, mais je trouve que ça peut illustrer aussi des démarches alternatives qui sont intéressantes et qui donnent du sens aussi pour les professionnels engagés dans des transitions peut-être plus lointaines et du coup à plus court terme. Alors, représentant des usagers, moi, Raymond Merle. Moi, je vais me placer plutôt sur le terrain, au niveau des usagers. Donc déjà, on a vu qu'il y avait une évolution des patients qui deviennent usagers, qui deviennent représentants des usagers. Mais je pense que pour répondre aux commandes dans la transition, il faut qu'on passe par les formations. Donc former déjà les représentants des usagers. Donc réglementairement, ça s'est fait, ça s'organise. Mais quand on regarde si on modélise un petit peu les besoins dans ce système de santé, on a besoin d'autres acteurs au niveau des patients toujours, notamment des patients ressources, des patients intervenants dans le champ de l'éducation thérapeutique, des médiateurs pairs en santé mentale, des pairs aidants.
toutes ces qualifications de patients qui sont, à l'heure actuelle, je rappelle, pas reconnues du tout, hein, à part 3 catégories de patients qui sont les représentants des usagers depuis 2002, les intervenants en éducation thérapeutique depuis 2009 et puis les arrêtés de 2015, et les médiateurs pairs en santé mentale. Mais dans les besoins, on a, et là je me retourne vers la DGES, dans les besoins, on a besoin d'autres qualifications, je pense. Si on prend l'exemple de l'éducation thérapeutique notamment, l'éducation thérapeutique ne couvre pas tout le champ de la prise en compte du parcours du patient dans sa prise en charge, notamment sur les problèmes sociaux, médico-sociaux, d'insertion, d'hébergement, etc. C'est un autre patient qui va intervenir, notamment un patient en ressources. Il y a les patients partenaires, il y a les patients, on peut parler du programme patient partenaire en rhumatologie qui existe depuis plus de 20 ans, dans lequel les patients interviennent dans les études de médecine auprès des étudiants en médecine pour participer à cet enseignement. Donc en fait, je crois qu'il faut regarder aussi le comment, donc le comment et les moyens qu'on va mettre en place pour pouvoir réagir. Donc il y a les formations qui sont des patients, des aidants, et aussi mixées avec les professionnels de santé. Donc je pense que sur le terrain, il y a des choses qui se passent, et il va y avoir des besoins, et notamment une reconnaissance et une valorisation des statuts des patients, en différenciant bien la qualification des missions et des rôles sur lesquels ils vont intervenir. Merci beaucoup. Peut-être un témoignage, un complément de Yann, et puis ensuite un complément posera quelques questions. Enfin, on par laissera la rapport parole à la salle. Ouais, un petit complément par rapport aux différents échanges. Là, on est à un congrès syndical, donc il faut aussi qu'on parle un peu du dialogue social. Moi, je trouve que dans le moment, la place du dialogue social, elle n'est pas complètement assurée. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai plutôt l'impression d'une logique très centralisée et très verticale. Je prendrai juste un exemple. La modification le changement de financement de l'EHESP, qui est une école à laquelle je suis assez attaché. Ce changement de financement est susceptible, je ne sais pas si ce sera le cas, mais il est susceptible de bouleverser complètement à la fois la formation des futurs collègues et le statut de nos métiers. Et je ne crois pas, mais là les collègues du 5AS pourront peut-être compléter, je ne crois pas qu'il y ait eu un seul échange sur la question. Donc c'est là pour le coup, comme on dit en psychiatrie, c'est un passage à l'acte. D'accord ? Bon, alors là, je pense que Stéphanie de Koopman est appelée à répondre en direct. Mon propos ne vise pas du tout à mettre en cause. Voilà, et juste public averti quand même en venant. Et je vais juste compléter mes propos par rapport aux discussions qui avaient eu lieu juste avant sur les productions de l'ANAP qui, je trouve, sont pour nous des substances et des documents qui sont très intéressants, qui nous donne une logique d'expertise qui peut nous faire progresser, dès lors que ce n'est pas vécu par les différents acteurs, et je pense aux autorités de tutelle, dès lors que ce n'est pas vécu sur une modalité prescriptive. C'est-à-dire qu'on a des documents, on a une expertise, et puis derrière, on en fait ce qu'on veut. Donc d'appui. Stéphanie oui, Lecopman, pour une réponse. Effectivement, sachez que, mais vous le savez, il y a eu un peu de production, un peu de littérature en l'espèce de réaction peut-être, en l'espèce du 5AS CFDT, mais je crois qu'il n'a pas été le seul sur effectivement une perception sous la forme couperée d'une décision. Je ne sais pas quelle est votre réaction. Alors, moi, je vais faire une réponse sur le sujet de fond. Après, en off, je ferai une réponse moins politiquement correcte, mais je ne la ferai pas là. Ouais, je pense que ça, c'est pas inintéressant. Sur le sujet de est-ce que ça va changer la gouvernance de l'HESP et est-ce que ça va changer l'indépendance de cette école, l'importance qu'on lui accorde tous, non. Le sujet, il est de simplification administrative. Alors, c'est derrière un symbole énorme, donc c'est dur de le dire de cette manière-là, mais la logique qui a prédestiné, c'est celle-ci. Donc voilà. Donc, moi, vous êtes enregistré et filmé, hein, je préviens. Oui, je sais, mais c'est juste une modification du financement. Il n'y a aucun projet de modification de la gouvernance de l'HESP. Aucun. Je vous remercie. Merci aussi de ton propos, Yann, par rapport à la production importante. Ce que je disais effectivement à Sophie Martinon en préparation, c'est que peut-être reste-t-il à développer
la transmission et l'appropriation de ces documents et de trouver peut-être des relais supplémentaires qui ne sont peut-être pas encore suffisants. J'illustrais par un travail que je suis en train de faire sur la PTA, et puis j'ai découvert finalement a posteriori qu'une production en avait été faite, malheureusement un peu tardive. Je vais peut-être laisser la parole pour quelques questions à la salle, parce qu'on a été un peu long. Je ne sais pas encore combien de temps il nous reste, peu de temps. Une ou deux questions. Bien, donc voilà, la commande est claire. Merci à ce qu'elle soit d'une part courte, mais aussi particulièrement pertinente. Je compte donc sur vous. Ou non pertinente alors. Là-bas. Donc je suis pour l'instant toujours directeur des soins. On verra après ma question. Je voulais, Madame Martinon, j'ai apprécié votre propos, en effet. Vos documents nous aident beaucoup. On a une aide énorme et c'est une vraie analyse, c'est fait avec les professionnels. Et avant, j'ai participé à certains travaux et je trouve que c'est vraiment utile. Mais j'ai hésité à poser ma question. Voilà. Je suis en train d'armer les maquettes ANAP avec les normes ANAP. Quand on me dit une infirmière pour 30 patients, je me dis mais qui a pu être dans ce groupe de travail et proposer ça? Je ne suis pas esclavagiste. En plus, la qualité des soins, franchement, 1 pour 30, quel est l'établissement? J'ai fait 5 établissements. Quel est l'établissement qui peut permettre ça? Alors, c'est une bonne idée. La seule chose, c'est que c'est fait en chirurgie, en médecine. Peut-être qu'il faudrait regarder les chemins cliniques, faire des chemins cliniques par spécialité et qu'on puisse armer par processus. Et ça rejoint votre propos, madame, sur le management. Ça devient à ce moment-là un outil de management. Et nous, les leaders, en tout cas, ce qu'on essaye d'être, les managers, on peut, avec nos équipes, armer et ne pas avoir la révolution et soigner de façon qualitative les patients et assurer la sécurité. Merci pour cette question. Non, mais je pense que c'est un sujet qui, moi, me revient fréquemment. Et donc, j'ai eu cette discussion quasiment identique hier à l'occasion d'un autre colloque. Alors, pas en plénière, mais... et moi, je réponds à chaque fois, il n'y a pas de normes ou de ratio ANAP au sens où il y a des repères qui ont été travaillés avec des groupes, avec des professionnels en groupe. Parce que moi aussi, très souvent, on me dit, mais... comment je fais pour me comparer, pour me dire où est-ce que je suis dans la moyenne, comment font les autres, etc. Et ça, c'est aussi une de nos missions. En revanche, et je rejoins ce qui avait été dit sur nos productions, que ce soit sur les parcours territoriaux en santé mentale, que ce soit sur les maquettes organisationnelles, systématiquement, la réflexion locale doit conduire à intégrer ces repères au regard des pratiques, des organisations, du contexte, des compétences des professionnels, de l'objet de ce qui est réalisé, etc. Et donc, à aucun moment, l'agence ne produit de normes, de réglementations, etc. Alors, d'abord, il peut y avoir, et c'est vrai aujourd'hui, alors que les prises en charge évoluent assez vite, il peut y avoir des repères qui sont pas tout à fait actualisés ou obsolètes, on peut se le dire. Le développement de l'ambulatoire, très clairement, ça induit probablement des évolutions substantielles sur ce type de repères. Et c'est probable qu'on les ait pas tous, pas toutes, pas suffisamment prises en compte. Ça, c'est le premier élément. Et puis ensuite, il y a de toute façon une adaptation à faire. Et j'allais dire, comment dire, il faut aussi qu'il y ait une capacité d'appropriation de ce que ça implique derrière. C'est-à-dire que, en général, ces repères, ils sont liés à un type d'organisation ou à un type de fonctionnement qui, s'il n'est pas le vôtre, bah, du coup, rend les choses pas du tout pertinentes. Et là-dessus, il n'y a pas de... Enfin, pour moi, c'est aussi quelque part le reflet d'un défaut de... Comment dire? Peut-être dans certains cas... Et ce qui est compliqué, et je l'entends tout à fait, c'est que souvent dans le dialogue de gestion, ces repères sont utilisés d'une manière qui est sans doute peut-être quasiment instrumentale, et donc c'est bien la difficulté. Donc voilà, je pense qu'il faut peut-être partager cette difficulté-là, mais très clairement, il doit y avoir une adaptation au contexte, évidemment. Et donc en aucun cas une application systématique. Petit complément de Yann Dubois et après on s'arrêtera. Je me permets juste de compléter ces propos. Moi, j'ai eu l'occasion de pas mal travailler sur les dimensionnements organisationnels quand j'étais à l'EHESP. Et on allait dans les établissements faire des audits de formation. Et alors,
quand on évoquait les ratios de la nappe, la première chose qu'on disait, excusez-moi, hein, mais c'est surtout les appliquez pas. Hein. C'est-à-dire que les ratios tels quels, ils n'ont pas de sens sous ce format-là. Par contre, ce qui a du sens, c'est que quand vous regardez les maquettes organisationnelles, ça pose plein de questions. C'est-à-dire que ça pose la question des DMS, des taux d'occupation, du PMCT, de la manière de décompter des effectifs rémunérés ou pas. Et en fait, c'est ça qui était intéressant de voir à partir des maquettes organisationnelles. Mais le ratio en tant que tel, à mon sens, pour le coup, il n'a pas trop de sens. D'où l'idée de base, à mon avis, c'est que les productions ANAP ont un intérêt dès lors qu'elles ne sont pas vues sous un angle exclusivement prescriptif. Je vous en prie, juste pour un dernier mot. Je voulais rapide. juste, avant qu'on se sépare, vous dire que du côté de l'ANDAS, on a travaillé sur un manifeste qui s'appelle Pour une action publique sobre et de qualité. On a travaillé avec l'Institut de la gouvernance, qui dépend directement du Premier ministre. Il y a une approche très sémantique de la notion de sobriété aujourd'hui, qui n'est pas l'austérité, comme je le disais tout à l'heure, et qui apporte de la méthode sur la manière dont on pourrait construire les politiques d'une manière générale, parce que c'est pour une action publique, c'est pas que les politiques de solidarité. Ce document-là, on le travaille avec des experts de différents niveaux. Ça peut être des DRH, ça peut être des gens du développement durable, par exemple, parce que ça nous intéresse aujourd'hui de voir comment on peut mieux utiliser la ressource qui nous est donnée aujourd'hui pour travailler et être plus efficace. Il y a des préconisations en matière de décloisonnement, en matière de délégation, en matière de coélaboration, la place des usagers, etc. Tout ça, c'est une petite mine, je dirais, qui peut s'appliquer à toutes les politiques aujourd'hui et qu'on essaye de mettre en œuvre. Voilà, donc on est très porteur d'un message aujourd'hui assez positif pour essayer de réenchanter un peu notre action publique qui parfois est malmenée. Voilà. Merci beaucoup. On transmettra évidemment aux collègues la sobriété. C'est effectivement un qualificatif peu utilisé, mais sans doute très intéressant. Je sais que Jean-Yves Blandel, au centre de la salle, a une question et je crois que nous n'y échapperons pas. Sur la période de transition, je suis un peu surpris quand même que dans le plan Ma Santé 2022, s'agissant de l'hôpital, on évoque déjà de nouvelles prescriptions en matière de GHT, alors qu'on n'a pas véritablement fait un bilan de la mise en place des GHT. Et je vais l'illustrer sur un simple sujet qui concerne un certain nombre de nos collègues qui sont ici, ceux qui dirigent ou ceux qui exercent dans des établissements de santé mentale. On a quand même été très surpris de voir déjà qu'on nous annonce une centralisation de la gestion de la ressource médicale au niveau du GHT, alors même que parfois les établissements de santé mentale sont les seuls à exercer la santé mentale dans un certain nombre de GHT, et quand bien même ils ne sont pas les seuls, ils sont souvent les acteurs principaux et c'est souvent eux qui recrutent parfois plus facilement les professionnels. Donc, est-ce qu'on n'a pas là aussi à avoir une réflexion qui serait peut-être de cesser d'avoir des mesures qui tombent d'un point de vue national de manière aussi catégorique et Décidément, aussi on n'en sortira pas. Voilà. Bon, même de Koopman. Je ne vais pas ouvrir le débat GHT, psy, GHT, pas psy. Non, Je pense qu'on c'est a pas tous envie de déjeuner. C'est C'est tout le paradoxe, parce que finalement, cette demande, c'est aussi une partie de votre demande, parce que sur certaines GHT, la gestion, pouvoir ramener la stratégie médicale au niveau de la GHT, du GHT, pouvoir travailler des équipes mobiles, des équipes de territoire, pouvoir avoir une gestion des ressources humaines qui est cohérente. Quand ça se passe bien, pas de sujet. Quand ça se passe moins bien, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, je comprends que dans certains cas, ça ait moins de sens, mais c'est notamment une demande qui est assez récurrente de la part des hospitaliers dans les GHT. Après, sur le bilan des GHT, on l'a évoqué au dernier comité. Nous, on ne remettra pas 2 € dans la carte de définition nationale des GHT. Après, localement et au sein des ARS, rien n'empêche de le faire si ça a du sens, si c'est pertinent. Mais on a déjà passé, vous avez passé beaucoup d'énergie dans ces discussions. Elles sont derrière nous, sauf à des ajustements qui sont la vie normale et qui sont en plus limités. Certes très sérieux, mais limités. Donc, affaires médicales au niveau du GHT,
c'est une demande qu'ont une partie de vos collègues, donc c'est pas la vôtre, mais c'est une vraie demande de certaines GHT et c'est un sujet qui a émergé. Donc voilà. Alors, on touche à un sujet un Oui, peu mais- sensible. Je vous propose de ne pas l'explorer maintenant. Mais on ne peut pas, sur les communautés d'établissement, on ne peut pas être dans la demi-mesure. On est sur des mesures législatives et les GHT, on a fait un choix qui était de passer tout en législatif, donc on ne peut pas être dans cette demi-mesure. En revanche, on a prévu dans le cadre des GHT une logique de droit d'option qui peut permettre de travailler à dimension variable un certain nombre de sujets sur les GHT qui veulent s'engager, sujets qui ne sont pas nécessairement consensuels et pas adaptés à d'autres GHT. Merci beaucoup.